passe la main, on va passer du coup à Stéphane Kerdodé, donc fondateur de Braze Cola, qui va conclure du coup cette matinée pour présenter du coup la stratégie de marketing territorial de cette marque emblématique qu'on créée il y a 20 ans. Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, si la marque Braze Cola aujourd'hui est la première marque de cola en France, premier cola régional créé en France, ses origines viennent, je dirais, de la brasserie Lancelot. Il y a près de 30 ans, Bernard Lancelot a été un des précurseurs dans l'univers du retour de la brasserie en France. Il y a près de 30 ans, je rappelle qu'il n'y avait plus que des grosses brasseries industrielles et persistaient que quelques brasseries régionales dans le nord de la France et en Alsace. Et deux Bretons ont décidé de créer des brasseries et participer au renouveau de la brasserie. La brasserie Coaref en 1985 et Lancelot en 90. Et si aujourd'hui on voit qu'il y a une multitude de brasseries, c'est dû à leur vision à l'époque. Et si je dis ça, c'est simplement parce que si moi j'étais un des premiers stagiaires de Bernard Lancelot il y a près de 30 ans, que j'ai dirigé la brasserie Lancelot pendant plus de 21 ans et co-créé avec mon associé Eric Olive le Braze Cola il y a près de 20 ans. Le Braze Cola est né d'un constat et c'était une réflexion à l'époque par rapport à notre marché brassicole. Je vous l'ai dit, le marché de la bière aujourd'hui est très dynamique. Il y a une multitude de brasseries qui se créent tous les jours. Malheureusement, il y en a un bon nombre qui vont se fermer dans les semaines ou mois à venir lié à la crise que l'on connaît et la fermeture des bars. Mais ces brasseries-là ont participé au renouveau. Et en début des années 2000, le marché de la bière n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence à connaître une baisse de l'activité des bars, liée notamment au contrôle autoroutier, le contrôle des taux d'alcoolémie sur la route, etc. Et nous, à ce moment-là, on a eu une réflexion qui était de se dire il faut qu'on apporte une diversification à la brasserie et qu'on s'intéresse au marché des boissons sans alcool. Et quand on regardait un peu le marché des sans-alcool, quand on a fait le constat et on a analysé ce qui se passait notamment dans l'univers des bistrots, on se rendait compte qu'il y avait un choix assez important de bière, un choix assez important de spiritueux, d'apéritifs. Si on prenait des marques d'anisée, il y avait plusieurs marques, il y avait plusieurs marques d'eau. Mais par contre, dans l'univers des softs, quand on demandait une limonade, c'était une limonade, on ne demandait pas une marque. Quand on demandait un jus de fruits, on nous servait un jus de fruits, mais il n'y avait pas de marque. Et les seuls softs qui étaient marketés et qui avaient une marque, c'était les colas. Et les colas, il y en avait deux avant qu'on existe, avant que Braze Cola soit le premier cola régional, il n'y en avait que deux, on peut les citer, c'est Pepsi Cola et Coca-Cola. Par contre, le constat qu'on avait fait, c'est qu'aucun bistrot n'avait les deux. C'était ou l'un ou l'autre. Et le consommateur, quand il choisissait un établissement, dépendait du choix du cafetier. Donc, on a eu cette analyse de se dire qu'au-delà d'imposer, il était peut-être possible de proposer une alternative et de créer un cola régional. Alors, quand on dit un cola régional, c'était assez gonflé à l'époque parce que quelle identité on pouvait donner à un cola en sachant que les consommateurs identifiaient tout de suite et immédiatement le cola à l'Amérique, aux États-Unis. Et ce qui était vrai parce que les deux seules marques présentes sur le marché étaient des marques très présentes et très puissantes aux États-Unis. Donc, il a fallu qu'on crée notre propre identité. À la différence de la brasserie Lancelot, où on utilisait effectivement derrière chacune de nos marques une identité forte ou un produit fort lié à la culture ou à l'origine de la Bretagne, on peut les citer. La Télendu, c'était la mise en avant de la production de blé noir breton biologique. La Duchesse Anne, c'était mettre en avant aussi l'histoire de la Duchesse Anne et son importance dans l'histoire de la Bretagne. Les bonnets rouges, un relais à la révolte paysanne qui avait lieu en 1675, etc. Mais par contre, pour le cola, il fallait qu'on arrive à lui donner une identité propre. Et naturellement, à partir du moment de la réflexion qu'on a eue sur cette idée de créer un cola, on a associé le mot Braze. Le mot Braze qui aujourd'hui est, je dirais, commun pour le plus grand nombre. Le mot Braze qui existe depuis
tout le temps, dans la traduction effectivement de Bretagne, dans la langue bretonne, mais un mot Braise qui était peu utilisé il y a une vingtaine d'années. On peut même se dire quelque part que c'était un mot un peu ringard. Et donc, nous, on a pris ce pari de se dire, eh ben, on va simplement permettre, en utilisant ce mot-là, de tout de suite identifier l'origine du produit. Je dis l'origine de production, parce que bien évidemment, j'ai écouté avec attention Madame Charpent tout à l'heure, notamment sur le branding territorial et surtout sur l'origine des produits régionaux. Le cola, si on en veut, le cola, c'est une vulgaire limonade aromatisée. Donc, aromatisée avec quoi? Avec de la noix de cola. Mais à ce que je sache, le colailler ne pousse pas plus à Atlanta que au Roque Saint-André. Donc, il fallait qu'on lui donne une identité qui était autre que la matière première qu'on utilisait. C'est pour ça que qu'on a décidé de donner cette identité-là, Braise, qui était pour nous une possibilité tout de suite pour les consommateurs d'identifier l'origine du produit. On voulait effectivement aussi avoir notre propre recette, avoir notre propre circuit de distribution. Et là, ça nous emmenait tout simplement sur les classiques du mix marketing avec les fameux 4P, la place, la promotion, le produit, le prix, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un produit de très grande consommation. On était une entreprise locale au départ, régionale, et pour laquelle il y a eu un engouement extraordinaire parce que tout simplement, il y avait la prime, non pas à l'innovation, parce qu'en soi, créer un cola, je vous le dis, c'est une vulgaire limonade aromatisée, c'était en soi pas très compliqué, mais il fallait simplement bouger les habitudes et changer les habitudes, notamment de nos distributeurs. C'est pour ça que le produit, on a voulu notre propre identité, notre propre recette. Et heureusement qu'on avait créé cette propre recette, parce que si on avait fait un MeToo de la recette Coca-Cola, je pense sincèrement qu'on n'existerait aujourd'hui plus, parce que ces entreprises-là ont des moyens humains et financiers qu'on n'a jamais eu et que nous n'aurons jamais. Et ensuite, il y a eu le choix aussi de la distribution. On a toujours fait un choix dans l'histoire de la brasserie Lancelot de commencer la distribution de nos produits en choisissant un réseau qui n'était pas le réseau de la grande distribution, qui est le réseau pourtant un réseau assez facile, assez générateur de volume immédiat. On a nous choisi d'imposer, de proposer notre produit, le Braise Cola, dès le départ dans l'univers des bistrots. Et pourquoi dans l'univers du bistrot? Parce que ça revenait au constat qu'on en avait eu, qui était de se dire le bistrot, par simplicité, avait ou le Coca ou le Braise Cola. En majorité, le Coca-Cola. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était ne plus imposer, mais proposer une alternative aux consommateurs. Et alors, au départ, ils ont joué le jeu parce qu'ils ont référencé le produit et puis ils mettaient je dirais, en parallèle du Coca, ils mettaient du Braise Cola. En parallèle du Pepsi, ils mettaient du Braise Cola. Mais très vite, ils ont repris leurs vieilles habitudes. Et très vite, quand ils ont vu que le Braise Cola fonctionnait, qu'il y avait un intérêt, le Braise Cola a réussi à s'imposer et prendre une part assez importante dans l'univers du CHD. Il y avait au départ la notion aussi de prix, parce que la première interrogation, la première question que pouvaient nous poser les cafés, c'était mais ça vaut combien? C'est quel prix? Et là, on avait une alternative et une réponse qui était assez simple, c'était de leur dire assurément, ça ne sera pas plus cher que le Coca. Pourquoi on disait ça? Tout simplement parce qu'on s'était rendu compte aussi que le cafetier, s'il était très vigilant, très attentif, et il négociait de façon importante avec ses distributeurs sur le prix de sa bière, sur le prix de son café, sur le prix de l'eau, du fait qu'il y avait peu de choix, qu'il n'y avait pas d'alternative sur le marché du cola, mais qu'il en avait besoin, il commandait naturellement du Coca et il ne regardait jamais les prix. Donc nous, notre priorité était de se dire, il ne faut pas qu'on soit plus cher, parce que sinon on ne pourra pas exister. Donc ça a été un des points importants. Et puis il y a eu la partie promotion, parce que si on fait un petit rappel sur les investissements en communication dans l'univers des boissons, Coca-Cola est je dirais le communicant et l'investisseur numéro 1 au monde, c'est celui qui investit le plus dans les médias. Donc bien évidemment, nous, on ne pouvait pas aller jouer sur ce jeu-là parce qu'on n'avait pas les moyens et c'était surtout pas notre objectif. Mais je dois avouer que l'arrivée de Braise Cola, il y a près de 20 ans, a interrogé, a interpellé bon nombre de médias. Et pendant près de 3 ans, on a bénéficié de relais presse, de relais rédactionnels dans la presse écrite, à la radio, à la télé. Ça nous a aidés. Et par la suite,
on a nous aussi dû choisir notre réseau de communication et on l'a voulu différent effectivement de ce qui existait et qui étaient les réseaux classiques, hein, l'affichage, l'affichage presse, l'affichage abribus ou radio ou télévision, tout simplement parce qu'on n'en avait pas les moyens, mais il fallait aussi qu'on arrive à se démarquer. Il fallait qu'on arrive à montrer que Braille Cola, c'était un cola comme les autres, mais qu'on avait une identité qui était différente et une vision du marché différente. Et on a décidé d'investir sur les lieux de consommation. Et en Bretagne, on a la chance d'avoir une région qui est extrêmement riche, extrêmement dynamique en événements, que ce qui soit associatifs, culturels, musicaux, sportifs. Et donc, on a intégré, on a je dirais, essayé de se faire référencer au maximum sur ces lieux de consommation qui étaient des lieux de promotion. Donc les festivals, les clubs de foot, les clubs de rugby, etc. etc. Et finalement, on s'est servi, c'était pas de volonté, mais le consommateur breton, les Bretons, ont été contributeurs et ont participé à la promotion de notre produit. Et il y a eu un vrai élan de sympathie, et je crois, avec beaucoup aussi de fierté, beaucoup se sont appropriés le produit et nous ont aidés à nous implanter sur les lieux où on avait encore des portes assez fermées. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui a réussi à prendre sa place, qui est un produit qui a été un cas d'école. Je sais que dans beaucoup d'écoles de commerce, j'ai été pas mal sollicité, c'était souvent un cas d'école. Aujourd'hui, ça peut être perçu comme un produit marketing, mais je m'en défends dans le sens où, à l'origine, c'est absolument pas une construction marketing, c'est simplement un constat d'un vide qu'il y avait sur le marché qu'on a tenté de remplir. Et aujourd'hui, c'est un produit qui a trouvé sa place dans les rayons, qui est aujourd'hui le deuxième cola régional en Bretagne, le troisième en France. Mais il est bon de préciser que Braille Cola est en part de marché supérieure à Pepsi Cola. C'est près de 25% de part de marché en grande distribution sur le format 1,5 litre. Mais c'est dans l'univers du bistrot qui est l'origine et dans l'ADN de la brasserie Lancelot, plus de 40% de part de marché. Alors après, ça nous a permis aussi de se dire qu'on pouvait participer et tenter d'innover. Et on a mis en lumière la Bretagne par ce produit-là, en accompagnant avec l'innovation. C'est-à-dire qu'en 2010, Braille Cola était la première boisson à la stevia. Alors c'est un produit, la stevia, qui n'a pas eu les succès escomptés qu'on imaginait tous à quelques années, mais la première boisson en France à la stevia a été créée par Braille Cola, c'était Braille Cola Stevia. Et là, on a réussi à casser quelque part un petit peu les codes image et codes marketing. L'étiquette est passée du rouge au vert, parce que comme on était les premiers, on s'est donné la liberté de choisir notre couleur, qui a été reprise 5 ans après par Coca Life en vert, et notamment par les marques distributeurs. Parce que souvent, les journalistes nous ont demandé pourquoi l'étiquette de Braille Cola était rouge. Tout simplement parce que Coca était leader et que si Pepsi avait été le numéro 1 en France, l'étiquette de Braille Cola serait bleue aujourd'hui. Merci Stéphane. On a quelques questions dans le chat. Est-ce que le mot Braise parle à tout le monde? Est-ce que le mot est connu sur le reste du territoire? Et est-ce que le Braille Cola a dépassé les frontières de la Bretagne? Alors, c'est à la fois la force du mot Braise en Bretagne. Je vous disais, c'était donner son identité en Bretagne. Je pense qu'effectivement et assurément, il était compréhensible par le plus grand nombre, connu aujourd'hui de tous, parce qu'on a aujourd'hui nos deuxième génération de consommateurs de Braille Cola. On peut imaginer que certains enfants ont connu il y a près de 20 ans le Braille Cola, et ils sont aujourd'hui parents et eux-mêmes leurs enfants sont consommateurs de Braille Cola. Donc on a des générations aujourd'hui qui ont totalement consommé qui n'ont consommé que du Braille Cola. Par contre, le mot Braille a aussi ses limites. Effectivement, on a, et vous le voyez à l'écran, une affiche, Braille Cola débarque à Paris, c'est-à-dire que on a toujours, nous, revendiqué une Bretagne à 5 départements, hein, à défaut d'être administrative, elle est assurément historique. Et on avait décidé d'aller à la conquête du 6e département, que nous, on considérait comme étant Paris et sa région, où on estime qu'il y a à peu près plus d'1 million une diaspora de Bretons qui est à peu près de 1 million de personnes.
Donc, on a mis des moyens, il y a eu un engouement. Il y a eu là encore aussi un relais média qui s'est opéré à nouveau. Les enseignes de la grande distribution qui nous ont aidés, notamment Thierry Cotillard, le président, enfin l'ancien président du groupe Intermarché, qui avait été vraiment moteur et qui nous avait ouvert les portes de son enseigne sur Paris. Ils avaient même pris à leur charge une communication sur l'arrivée de Brescola. Ils avaient communiqué dans la presse, dans la PQR parisienne, sur l'arrivée de Brescola. Mais ça a été plus difficile. Alors aujourd'hui, on est toujours un peu présent, mais c'est plus difficile dans le sens où déjà, il n'y a pas eu l'effet de surprise qu'on avait pu avoir il y a près de 20 ans sur la région bretonne. Et un marché qui est aussi plus grand, plus difficile à capter. Et puis peut-être la limite, effectivement, de Braze qui parle assurément aux Bretons, qui parle aux sympathisants bretons qui viennent en vacances ou qui ont leur famille en Bretagne, mais qui était peut-être plus difficile pour les autres consommateurs, les autres diasporas, et notamment peut-être aussi sur la prononciation. Déjà, Braze, si ça nous semble évident pour nous, ça ne l'est pas pour tous. Donc, sortir de la région était assez compliqué, mais à la fois, ce n'était pas l'origine non plus première de la création de Brescola. Je vous rappelle que l'origine, c'était de se dire, il y a un constat, on va dans un bistrot, il n'y a que 2 marques qui existent et j'ai accès à une seule. Je ne peux jamais avoir les deux. Il n'y a pas un seul bistrot qui faisait Coca et Brescola, et Coca et Pepsi, et toujours pas. Et donc, quelque part, notre intérêt et notre volonté n'était pas de se dire non plus, eh ben, on va nous-mêmes envahir, je dirais, le reste du territoire national et mettre du Brescola partout. Un, parce que c'était compliqué, et deux, parce que ça nécessite des moyens humains et financiers colossaux que l'on n'a pas. J'ai d'autres réactions par rapport à l'actualité récente de Brescola. Comment va évoluer la marque dans le futur? Alors là, on arrive effectivement sur un aspect régional parce que bon, c'est vrai que l'actualité a montré et a annoncé que j'avais donc cédé l'ensemble de mes participations dans le groupe Far West qui détient la brasserie Lancelot et Brescola pour me consacrer dans les mois et années à venir sur un autre projet que j'ai initié il y a quelques années qui est la création d'une distillerie en Bretagne, donc sur le secteur de Ploërmel, qui verra le jour en 2021, enfin qui verra le jour pour sa nouvelle distillerie, parce qu'elle existe déjà depuis 2016. En ce qui concerne le rachat de la marque Brescola, effectivement, j'ai été sollicité par depuis plusieurs années, par plusieurs groupes, des groupes industriels, des fonds d'investissement. J'avais toujours balayé d'un revers de la main ces approches-là. Et ça a évolué dans le sens où j'ai eu envie, il y a quelque temps, de leur donner une nouvelle dynamique, je dirais, à ma carrière, si je peux me permettre, en consacrant ma fin de carrière, si je peux me permettre, sur un nouveau projet qui est le projet de la distillerie. Pour laquelle j'ai de belles ambitions, de grandes ambitions aussi de production sur le territoire breton, à travers la production de whisky. Parce que le whisky, c'est un produit, et ça, peut-être que vous ne le savez pas, et assurément, je ne pense que vous ne le savez pas, mais la France est le premier pays consommateur au monde de single malt. Et si on est les premiers pays consommateurs de single malt, ce qui est dommage, le deuxième point, c'est qu'on ne sait pas qu'il existe, ou la majorité ne savent pas des consommateurs, qu'il existe des distilleries productrices de whisky en France. Donc il existe du whisky français, mais aujourd'hui il n'est pas connu, il n'est pas reconnu. Donc ça va être mon objectif dans les années à venir de contribuer à ce développement-là. Mais pour revenir donc à l'actualité, effectivement, il y a eu sur quelques réseaux sociaux, certains qui sont amusés à dire c'est une entreprise ayant son siège en Normandie qui a racheté la Bretagne. Donc là, on a ravivé les guerres sur la position du Mont-Saint-Michel. Est-ce que à marée basse, il est en Bretagne et à marée haute, il est en Normandie? Moi, je tiens simplement à dire que le choix de l'entreprise qui a racheté mon groupe, le choix que j'ai fait, c'est un choix de projet. Et c'est une entreprise qui aujourd'hui a près de 3000 salariés dans différentes usines en Bretagne. C'est une entreprise qui a plus de 3000 agriculteurs adhérents à la coopérative en Bretagne. Et j'avais le sentiment qu'un groupe coopératif, un esprit coopératif et un groupement d'agriculteurs
était le meilleur des choix pour la pérennisation de Brescola sur son territoire, parce que quoi qu'il arrive, Brescola est né en Bretagne, Brescola est produit en Bretagne, et Brescola continuera à se développer en Bretagne. C'est l'assurance qu'ils m'ont apportée, et c'est aussi, je dirais, la motivation qu'ils ont, et preuve en est, ils ont commencé à réfléchir sur des investissements pour développer l'entreprise dans les années à venir. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Merci Stéphane pour cet éclairage. Il y a une petite note, quelqu'un qui demande où est fabriqué le Brace Cola, ce à quoi je réponds, c'est le premier exemple et c'est un exemple qu'on cite de covoiturage industriel puisque le Brace Cola est fabriqué depuis quelques années dans l'usine de Louis Grayson à Domanier et c'est vrai que c'est aussi un bel exemple comme quoi deux entreprises pouvaient fonctionner. Oui, c'était en fait ce terme-là de covoiturage industriel, c'est vrai que c'est moi qui l'ai utilisé il y a quelques années auprès des journalistes et c'était simplement parce que on a tous vu il y a quelques années des aires de covoiturage et chacun se disait ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que il va falloir qu'on se mette à deux dans la même voiture ou à trois ou à quatre, qu'on écoute la même fréquence radio le temps du trajet. Il y en a un qui fume, l'autre qui ne fume pas. Il faut que j'arrive en avance, il faut que j'arrive en retard. Enfin, c'était plein de problèmes. Et en fait, ce qu'on a vu par la suite, c'est que les aires de covoiturage, elles étaient toutes pleines et ils continuent s'en créer de nombreuses. Et par contre, dans l'univers industriel, il n'y avait pas de coopération. C'est-à-dire qu'on pouvait effectivement coopérer entre certaines entreprises qui n'avaient pas de lien capitalistique sur je dirais l'utilisation de forces de vente communes, etc. Mais il n'y avait pas de lien industriel. Et à un moment donné, nous, on a eu une réflexion, on avait besoin d'investir dans un nouvel outil d'embouteillage, une nouvelle ligne PET. Le cidrier Loïc Raison, qui est à l'est de Rennes, était lui aussi sur la même réflexion. Et c'est la rencontre de ces deux entreprises, dans le cadre d'ailleurs de Produits en Bretagne, où les deux dirigeants, moi et le dirigeant de l'époque de Loïc Raison, avons échangé et avons convenu d'investir non pas chacun de notre côté sur une ligne qui était quasi similaire, mais plutôt de mettre nos moyens en commun pour s'acheter, pour s'offrir une ligne de meilleure génération, de plus compétitive. Et c'est ce qui a donné lieu à ce terme de covoiturage industriel. Donc, mettre autour de la table deux entreprises qui produisent des boissons, qui ne sont pas concurrents, mais qui, par ce biais-là, échangent, discutent. Et vous voyez, quelques années plus tard, ce covoiturage a amené le groupe Agrial, qui est propriétaire de la cidrerie Loïc Raison, à se positionner sur le rachat de mon groupe et faire en sorte que je le privilégie par rapport à d'autres. Merci Stéphane pour cet éclairage. C'est vrai que je tenais à citer cet exemple parce qu'on le cite très régulièrement et ça montre aussi la capacité des Bretons à travailler ensemble pour aller tous ensemble dans la même direction.